Et le 12-13 se poursuit comme chaque jeudi. L'invité politique du jeudi, cette semaine, Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente déléguée de l'UMP, est au micro de Nadège Budjak-Hermann. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RCJ. Nous allons évidemment, avec Nadège, vous entendre sur tous les sujets brûlants de cette actualité. Je signale au passage que vous serez la semaine prochaine, vous ferez partie la semaine prochaine d'une délégation d'élus qui partira à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Peut-être que nous aurons le temps d'en dire un mot. Bonjour Madame la députée. Depuis 15 jours et les 17 assassinats par 3 terroristes français, on assure que celui qui rompra l'unité nationale sera le perdant. Est-ce que Nicolas Sarkozy a rompu cette unité nationale hier soir à la télévision ? Je crois pas, mais il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que l'unité nationale, sur le sens de ces mots qui sont des mots forts. L'unité nationale, ça consiste à dire qu'on a des adversaires politiques, et puis on a un ennemi. C'est le terrorisme djihadiste. Il nous fait la guerre. Il nous fait la guerre, il est venu nous faire la guerre jusque dans nos rues. Il a tué 17 fois. Et dans ce contexte-là, on est tous ensemble mobilisés contre cet ennemi, y compris sur un certain nombre de projets en association avec ceux qui sont en d'autres occasions, qui sont des adversaires politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de débat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une obligation de consensus ou d'unanimisme. Sinon, d'ailleurs, ce serait paradoxal, ce serait d'une certaine façon les terroristes qui auraient gagné. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de débat démocratique, que le débat démocratique est mort. En revanche, ça veut dire que la priorité est à la guerre contre cet ennemi. Et que tous les moyens, au passage, il y a des conclusions, quand on utilise des mots aussi forts, il y a des conséquences, que tous les moyens doivent y être asservis. Moi, j'ai beaucoup réfléchi avant d'utiliser le mot guerre, qui est un mot fort. On n'utilise pas ces mots-là pour faire joli, pour faire grave, pour faire sérieux. Il faut réfléchir avant de les utiliser, et une fois qu'on les a utilisés, il faut en tirer toutes les conséquences. On a tous dit qu'on était en guerre, et qu'on était en guerre avec les terroristes. Il y a des conséquences à en tirer. Des conséquences dans le niveau du débat, des conséquences aussi dans l'urgence et la force de l'action. Oui, on va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais revenir à cette unité nationale. Monsieur Stéphane Le Foll, qui est le porte-parole du gouvernement, a accusé Monsieur Sarkozy de politicaillerie. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot ? Écoutez, je lui laisse son agressivité et je suggère qu'en ces temps, chacun réserve son agressivité et son énergie au combat fondamental qui est tous le nôtre. Alors, bien sûr, vous nous dites qu'il y a toujours l'unité nationale, mais il arrivera, bien que cela n'empêche pas le débat, on a bien compris, mais à quel moment vous direz stop, le temps de réactiver le clivage droite-gauche est revenu ? La seule question aujourd'hui, c'est comment peut-on mettre tous nos moyens dans la lutte contre le terrorisme. C'est pas à quel moment s'arrête ou s'arrête pas l'unité nationale. Je vous donne des exemples concrets. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une urgence, c'est de donner plus de moyens à nos services de renseignement. Plus de moyens humains et financiers tout de suite. Et plus de moyens juridiques dès que possible. Bon, et ben moi, je veux qu'on mette toutes nos forces là-dedans, sans esprit de polémique. Est-ce que ce que propose le gouvernement est ce qui peut se faire de plus rapide ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille encore plus vite ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les moyens des services de renseignement soient le plus rapidement possible au top ? Pourquoi je pose cette question en ces termes ? Il y a quelques années encore, on nous disait qu'il y avait moins d'une centaine de personnes à surveiller au sens du terrorisme djihadiste. Moins d'une centaine de personnes qui, à l'époque de la guerre d'Afghanistan, avaient fait l'aller-retour, étaient allées faire le djihad en Afghanistan et représentaient de retour une menace en France. Aujourd'hui, on nous parle de 1300 personnes qui sont soit en Syrie, soit revenues, avec tout ce que ça représente. Tout ce que ça représente à la fois d'apprentissage, dans le maniement des armes et d'horreurs commises, donc de possibilités d'une certaine manière, parce qu'à un moment il n'y a plus limite quand on a commis des horreurs, quand on a vu des horreurs, on peut penser qu'il y a des barrières qui sont explosées. On nous parle de 1300 personnes dans un vivier en quelque sorte de 3000 personnes qu'il faudrait surveiller, c'est-à-dire beaucoup plus, d'une certaine manière, près de 100 fois plus que ceux qui étaient au cœur de l'attention des services il y a quelques années. Donc on a besoin de beaucoup plus de moyens et c'est tout de suite, c'est maintenant.
C'est maintenant, c'est tout de suite. L'UMP a fait des propositions. Monsieur Sarkozy aussi en a fait hier soir, président de l'UMP. Et le gouvernement de son côté en a fait aussi. On ne voit pas trop de rupture entre vous. Vous êtes à peu près d'accord sur les moyens à mettre en œuvre. Si ce n'est d'ailleurs Madame Taubira qui, sur l'indignité nationale, c'est une mesure préconisée par le gouvernement et je crois par vous également, Madame Taubira a déclaré ce matin qu'elle n'était pas qu'elle n'était pas favorable à cette indignité nationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure et qu'est-ce que vous pensez du fait que Mme Taubira, elle-même, ministre du gouvernement, s'oppose à une mesure que s'apprête à prendre son gouvernement? D'abord, moi je pense que c'est une bonne mesure. C'est une mesure symbolique forte. Et je la soutiens et elle faisait partie des propositions de l'UMP. C'est cette idée qu'on veut pouvoir interdire de territoire des terroristes djihadistes étrangers. Et on pourra le faire, on peut le faire. On veut pouvoir retirer leur nationalité française à des binationaux pour pouvoir, s'ils sont convaincus de terrorisme, leur interdire de revenir. Et il faut pouvoir le faire, et je comprends qu'il y a un accord transpartisan là-dessus. Et puis, il y a les terroristes français qui n'ont que le passeport français. Le droit international est tel que c'est compliqué. En théorie, on n'a pas le droit de créer des apatrides, de retirer son passeport à quelqu'un qui n'a que ce passeport-là. Mais on veut pour cela, d'abord, pouvoir avoir une peine complémentaire à la peine de prison. Centre de déradicalisation. Pas les relâcher tout de suite dès qu'ils ont fini leur temps légal, en quelque sorte. Être sûr qu'ils sont plus dangereux. Et puis, pouvoir signaler symboliquement, de manière forte, que ceux qui ont choisi de mener le djihad, ils se sont placés en dehors de la République. L'indignité nationale, c'est ça. C'est de dire, la République a des valeurs. La République a des valeurs qui sont fortes. D'ailleurs, les djihadistes pensent qu'on est une civilisation décadente. Quand vous regardez la logorée de ces gens-là, ils expliquent que notre civilisation, c'est la pornographie, c'est... Les Français leur ont répondu dans la rue le 11 janvier. On n'est pas une civilisation décadente, on est un peuple debout avec des valeurs fortes. Et choisir de faire le djihad, c'est se mettre en dehors de ces valeurs-là. Et donc, c'est encourir un certain nombre de conséquences. Et notamment, cette perte de nationalité pour ceux qui étaient binationaux et ce risque d'indignité nationale qui est en quelque sorte la concrétisation du fait que vous vous êtes mis en dehors des valeurs de la République. Je pense qu'il faut tous ensemble qu'on prenne, qu'on regarde en face ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est Bernard-Henri Lévy qui a eu des mots forts là-dessus, mais dans les idéologies négatrice de ce que c'est que la valeur de l'homme au XXe siècle, on a eu de ce que c'est que l'homme tout simplement. On a eu au XXe siècle le nazisme et le communisme dans certaines de ses expressions. Bon, et ben au XXIe siècle, on a le terrorisme djihadiste. Ces gens-là ne reconnaissent pas la valeur de la vie d'une certaine manière. Ces gens-là contestent ce qui fait les fondements de notre civilisation, de ce à quoi nous sommes attachés. Et donc c'est normal, je finis, pardon, c'est normal que la peine de prison n'est pas suffisante d'une certaine manière. Vous me direz, ça fera annoncer personne au djihadisme, le risque d'indignité nationale, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Les symboles, ils peuvent être forts. C'est la suite logique de la manifestation du 11 janvier. La manifestation du 11 janvier, c'est un moment où un peuple se met debout et dit nos valeurs sont fortes. Mais si nos valeurs sont fortes, des gens qui s'en sont à ce point-là écartés ne peuvent pas rester français comme si de rien n'était, fût-ce à l'issue d'une peine de prison. Alors, sur Madame Taubira. Non à cette peine d'indignité nationale. Écoutez, c'est un choix qu'elle doit faire, elle, en fait. C'est une question qui lui est posée à elle. Il y a aujourd'hui... À elle, vous voulez dire en tant que garde des Sceaux ? Mais en tant que personne aussi. À aujourd'hui, et en tant que politique, à aujourd'hui, il y a un quasi-consensus autour de cette peine d'indignité nationale. C'est une proposition qui avait pu être faite par le passé par certains membres de mon groupe politique et à l'époque rejetée par la majorité. C'est un débat qu'on a déjà eu, la question de l'indignité nationale. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et celle qui est garde des Sceaux nous dit moi non. Écoutez, à un moment, c'est une question qui lui est posée à elle. Si elle n'est pas d'accord avec la politique qui est proposée dans un climat d'union nationale et mise en avant par le Premier ministre lui-même a dit qu'il était d'accord. C'est à elle d'en tirer les conséquences. J'ajoute que... Vous voulez dire quoi ? Qu'elle devrait démissionner ?
ah ben si à un moment elle veut pas appliquer la politique qui est prônée par ailleurs, oui, elle devra démissionner. Mais il me semble que il me semble qu'elle doit aujourd'hui se positionner, en fait. Il me semble qu'elle doit aujourd'hui se positionner. Il me semble qu'elle doit aujourd'hui répondre à ces questions qui sont posées finalement, ou à ces propositions. Voilà, il y a une forme d'unanimité sur ce sujet-là. C'est pas quelque chose qui était forcément acquis. Ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Aujourd'hui, c'est le cas. Sa voix est dissonante. On peut pas garder tellement plus longtemps une voix dissonante sur un sujet pareil et dans une position pareille, puisqu'elle est garde des Sceaux. Mais je voudrais aller plus loin. Parce que c'est pas le seul sujet sur lequel la voix de Madame Taubira est aujourd'hui très dissonante. Et ça pose un problème de cohérence pour ce gouvernement. Il y a la question de la politique pénale. Ce qu'elle a développé jusqu'à maintenant en matière de politique pénale, sa philosophie de la politique pénale correspond pas du tout aux discours qui ont été tenus ces derniers temps par le Premier ministre et par le Président de la République. Il y a la question de sa politique pénitentiaire. Madame Taubira, et ce gouvernement d'ailleurs aussi, c'était un projet collectif, on renonçait à notre plan de construction des prisons. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, le Premier ministre le disait encore hier, qu'il fallait aller vers l'isolement des djihadistes. Enfin, ça a des conséquences concrètes de proposer l'isolement des djihadistes dans les prisons. En France, en ce moment, on a 56 000 places et 67 000 détenus. Ça veut dire que vous avez un taux moyen de surpopulation carcérale qui est de 120%. Et c'est un taux moyen, parce qu'en fonction des catégories des lieux, il y a des endroits où c'est beaucoup plus. On ne peut pas organiser l'encellulement individuel et la séparation, la mise à l'écart de ceux qui sont complètement radicalisés avec des moyens pareils. Nous, on avait lancé un plan de construction de prisons. Il a été brutalement arrêté par Madame Taubira. Donc vous demandez au gouvernement de construire des prisons, c'est cela? Mais il faut. C'est la suite logique de cette décision, enfin, ce sujet sur lequel tout le monde a l'air d'être d'accord aujourd'hui, qui est, il faut mettre à l'écart ceux qui sont radicalisés. Comprenez-moi bien, les mots, ce que je vous disais tout à l'heure sur la guerre, les mots ont un sens. Et plus ils sont forts, plus ils entraînent des conséquences. Il y a des mots très forts qu'il ne faut pas utiliser si on n'est pas prêt à en tirer toutes les conséquences. C'est le cas du mot guerre. La guerre, ça veut dire qu'il y a un front, ça veut dire qu'il faut soutenir ceux qui sont au front, ça veut dire qu'il faut leur donner tous les moyens. Mais c'est aussi le cas d'une proposition comme la mise à l'écart de ceux qui sont convaincus de radicalisation. Ça veut dire prendre un certain nombre de moyens concrets dans les prisons. Juste un mot, pour que chacun comprenne bien qu'on n'est pas en train de vouloir sortir des normes en matière de nombre de prisons par habitant. Le Conseil de l'Europe a fait une moyenne sur tous les membres du Conseil de l'Europe, sur tous les États membres. C'est en moyenne 150 cellules par 150 prisonniers par 100 000 habitants. 150 prisonniers par 100 000 habitants. En France, notre taux d'incarcération, c'est 102 prisonniers pour 100 000 habitants. Donc on a un taux d'incarcération qui est inférieur, nettement inférieur à la moyenne du Conseil de l'Europe. Enfin, si vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait mettre plus de gens en prison, parce que là on s'écarte un peu de notre sujet. Non, là, je suis juste en train de vous dire qu'on n'aille pas nous opposer l'idée qu'on serait déjà très au-dessus, on serait déjà très au-delà, etc. C'est pas la réalité. Si vous prenez les Britanniques, il y a 92, voilà, de nouvelles prisons. Bon, je rappelle simplement que vous êtes toujours sur RCJ. Le 12-13 se poursuit. Nathalie Kosciusko-Morizet et l'invité politique du jeudi de Nadège Puljac-Herman. Et je peux vous poser une question, s'il vous plaît, supplémentaire. Quelque chose m'étonne dans ce que vous dites depuis tout à l'heure. Vous nous parlez de terrorisme djihadiste. Est-ce que vous avez peur de prononcer le mot terrorisme islamiste ? Certains ne veulent pas prononcer ce mot parce qu'il y a islam dans islamisme. C'est le cas, par exemple, du ministre des Affaires étrangères, monsieur Laurent Fabius. Non, écoutez, moi, j'ai pas de problème avec... pour moi, on parle de la même chose. Enfin, on parle de gens qui sont complètement fanatisés, dans une idéologie qui est extrêmement violente et qui vise en retour à nous détruire. Donc, ils sont fanatisés là-bas et ils veulent aussi porter le fer chez nous. Après, vous pouvez trouver tous les mots possibles. Je sais que certains ont une réticence sur le mot islamiste, peut-être pas du ministre des Affaires étrangères, à cause de la traduction en anglais. Mais en français, en tout cas, les mots, pour moi, on parle de la même chose. On parle tout à fait la même chose. Vous parlez bien du terrorisme djihadiste islamiste. Bah oui. Enfin, Nadège Puljac, de quoi d'autre ?
Non, mais je comprends bien votre interrogation. Vous avez l'air surprise que je vous pose la question. C'est parce que le ministre des Affaires étrangères lui-même ne souhaite pas qu'on emploie ce mot islamiste parce qu'il y a islam dedans. C'est pour ça que je faisais la réflexion. Et je me suis demandé, juste en vous écoutant... Je vais vous dire, il faudrait lui poser la question. Moi, je ne veux pas lui faire de procès d'intention. Peut-être que c'est à cause du problème de traduction en anglais, parce que je sais que dans la traduction en anglais, les choses sont parfois un peu plus compliquées et un peu moins claires. Mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair. C'est les mêmes, ce sont des gens qui veulent nous détruire. Au passage, je n'aime pas du tout les interprétations qui sont faites quand on fait comme si c'était une guerre de civilisation ou une guerre de culture. C'est pas une guerre de civilisation ou une guerre de culture. Ces gens-là représentent pas une civilisation. Ils ont d'ailleurs souvent très peu de culture. Ces 1300 qui sont partis ou qui sont en passe de retour, si leurs meilleurs représentants... Ces 1300, c'était seulement 300 il y a encore un an. C'est-à-dire que ça a triplé en un an. Ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez le parcours de gens comme les frères Kouachi ou comme Amédi Koulibaly, sont pas des gens qui ont une culture forte. Ce sont des gens qui donnent le sentiment d'être plutôt dans un vide identitaire complet. L'expression d'une forme de nihilisme. Vous regardez le parcours notamment de M. Koulibaly. Il y a presque 2 semaines des photos dans le journal du dimanche qu'il montrait ces derniers temps et qu'il montrait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, très musclé, semble-t-il, il avait un genre à vouloir devenir rappeur. Sa compagne, qu'on ne voit plus maintenant que complètement voilée, était en bikini sur une plage. Elle avait l'air plutôt d'avoir envie de faire la Starac. Enfin, on avait l'impression que ces gens-là cherchaient des identités de substitution. Peut-être qu'ils cherchaient... Peut-être parce que la République n'a pas su leur proposer quelque chose. Oui, mais écoutez, on ne va pas rentrer dans la culture de l'excuse. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé l'utilisation du mot apartheid par le Premier ministre. Parce que derrière... Vous l'avez assimilé à une culture, justement, à de l'excuse, c'est cela ? C'est-à-dire qu'il emporte un risque. Il emporte un risque qui est celui de la justification. Il met de l'huile sur le feu. Je m'explique. L'apartheid, c'est une politique d'État, une politique de la ségrégation, une politique extrêmement violente qui a été combattue, et justement combattue, parce qu'elle était profondément injuste. Si vous dites il y a de l'apartheid dans nos banlieues, vous prenez le risque que le mot soit retourné et utilisé comme auto-justification. Mais on ne peut pas nier qu'il y a quand même des problèmes mais pas de l'apartheid. Pas de l'apartheid. L'apartheid, c'est une politique d'État. C'est une politique d'État qui nie l'égalité des droits entre les personnes. Or, les fondements de la République française, c'est l'égalité des droits. Vous pouvez trouver que la promesse de la République n'est pas partout satisfaite, et vous aurez raison. C'est évident. Oui, il y a une ghettoisation dans certains quartiers. Mais le mot apartheid, il sous-tend l'idée qu'il y a une politique d'État structurée, organisée, qui nie l'égalité des droits. Une politique raciste. Non, il n'y a pas ça en France. Non, la France, c'est pas ça. Et si vous laissez traîner ce mot-là, derrière, il peut être utilisé comme justification par tous ceux qui cherchent une justification. Or, autant il faut combattre les racines du mal. Pour le combattre, il faut les comprendre. Autant il n'y a pas à le justifier. Je n'ai pas à parler à sa place, mais il me semble qu'il a voulu mettre le doigt sur un problème qui existe de ghettoisation. Tout à l'heure, vous parliez de Grigny, justement. Jacques, le mot était inapproprié, vraiment. On va passer à autre chose. Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut créer une carte du citoyen parisien, de la primaire, autrement dit de 7 à 77 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, je vous le demande. Si vous savez. Pas plus que vous, j'ai vu ça dans la presse. Donc, qu'est-ce que c'est ? Moi, je ne me prononce pas sur un projet dont je ne connais pas le contenu. Voilà. Ça a été lancé hier, comme ça, au détour, je crois, des vœux à la presse, une intervention devant les journalistes, donc devant vous et vos collègues. C'est peut-être vous qui pouvez nous en dire plus, Nadège Puljac. Je vais me renseigner, je vous le dirai. Madame Kosciusko-Morizet, vous êtes polytechnicienne, vous avez donc fait l'armée, comme tous les polytechniciens. Est-ce qu'il faut rétablir le service militaire et sous quelle forme ? Moi, je suis favorable à un service obligatoire, civique ou militaire. Pour combien de temps ? Il faut en discuter, et de plusieurs mois. Je vais vous dire pourquoi. Il faut faire toujours sur ces sujets-là. Un service militaire, vous avez bien prononcé civique ou militaire. Ça sera au choix ?
faut qu'on y réfléchisse. Je pense que c'est autant oui, il y a des sujets sur lesquels on peut agir en urgence et je trouve d'ailleurs que on se demande pourquoi le gouvernement met en place une commission sur des questions sur lesquelles tout le monde est d'accord. Enfin bon, autant il y a des sujets sur lesquels je trouve même qu'on pourrait aller beaucoup plus vite, autant il y a des sujets qui méritent réflexion. Et sur un sujet comme celui-là, moi pour le coup j'apprécierais qu'il y ait une commission transpartisane et qu'on puisse en parler. Il faut sur ces questions-là faire la part de la nostalgie et de l'efficacité. Je dis faire la part de la nostalgie parce que quand on se met à avoir des discussions sur les services militaires, chacun repense à son service militaire, et vous l'avez signalé, moi compris, puisque j'ai aussi fait un service militaire, et bon, c'est une part de nous-mêmes, c'est une expérience qui est utile dans le débat, mais enfin, il faut parler de ce qui peut être utile aujourd'hui. Moi, je crois que ce serait utile aujourd'hui d'avoir un temps dans lequel chacun rend à la République, chacun donne à la République qui nous a tant donné. La République française, elle est généreuse. Elle nous donne d'abord la liberté. Elle nous donne l'éducation gratuite. En France, vous pouvez faire toute votre scolarité gratuitement et puis après décider d'aller travailler à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup de pays comme ça. Elle nous donne un système social, une attention du système social, un système de santé. Non, la République est généreuse. Et donc, qu'il y ait un moment dans votre vie, dans la vie de chacun, où on partage ça, on fait le constat de ça. La République est généreuse. Et donc, on lui donne quelques mois. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut discuter. Est-ce que c'est sous une forme civique ou sous une forme militaire ? Les jeunes seraient payés pendant ces quelques mois par l'État ? Oh, vous savez, du temps du service militaire, il y avait ce qu'on appelle une solde. C'était modeste, hein. C'est pas voilà, c'est du défraiement. Ce serait pas l'objet. L'objet, ce serait de rendre quelque chose à la République qui nous a donné d'abord ça. Donc, bon, et puis après, derrière, c'est l'occasion de. On parle d'unité nationale beaucoup ces temps-ci. Bah, l'unité nationale, c'est pas voilà, c'est pas que. C'est donnant-donnant. Non, mais oui, mais c'est aussi l'occasion. Le service militaire, vous savez, moi, vous le disiez, j'ai fait un service militaire. C'est dans toutes ces insuffisances, parce qu'à la fin de l'époque du service militaire, c'était pas rien, tout n'était pas idéal, mais c'est un vaste mélange, c'est la découverte d'autres horizons. Enfin, c'est aussi un rite initiatique. Encore une fois, je demande pas le rétablissement du service militaire comme il était à l'époque. Je trouve que ce serait bien qu'on ait une formule qui permette de rendre quelques mois à la République qui nous a tout donné. Eh bien, ce sera votre dernier mot. Je vous remercie beaucoup, Madame la députée Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était donc l'invitée aujourd'hui de RCJ.